Un orage sans fin, une nuit inquiétante, une brume plus épaisse qu'un brouillard. Une brume plus épaisse qu'un brouillard, une brume plus épaisse que n'importe quoi d'autre. Un brouillard tout autour de Briarcliff. Un brouillard tout autour de Briarcliff, plus épais que de la vapeur d'eau qu'on pouvait remarquer dans les douches de Briarcliff. Tout autour de l'asile de fous, de l'asile de Briarcliff. Sir Jude regardait dehors. Une nuit sans fin, une nuit éternelle, était en train de joncher les murs. Une nuit sans fin était en train de joncher les murs. Elle entendait des bruits, comme si cette nuit sans fin était en train de s'agripper au mur. Comme si cette nuit sans fin agrippait Briarcliff. Comme si cette nuit sans fin agrippait Briarcliff, les murs de Briarcliff. Comme si elle l'agrippait de mille et une cauchemars. De mille et un cauchemars, de mille et un souvenirs. Comme si cette nuit sans fin s'agrippait, et qu'elle faisait remonter à la surface plusieurs traumatismes. Cette nuit-là, Sir Jude rassembla alors tous les fous à l'intérieur de Briarcliff, dans la salle de jour, comme tous les jours, comme toutes les nuits. Dans la salle de jour, il y avait cette musique qui tournait en boucle. On entendait cette musique de Sir Sourire qui tournait en boucle. On entendait cette chanson. Dominique, Nique s'en allait tout simplement, routier, pauvre et chantant. Alors que cette musique tournait en boucle encore et encore, on pouvait entendre certains fous se frapper la tête contre les murs, essayant de faire sortir les idées noires, essayant de faire sortir de pures idées jadis qu'ils avaient. Alors que la musique tournait encore et encore, elle était en cours sur un vinyle qui tournait. À côté, juste à côté, sur un fauteuil, un vieux fauteuil abîmé, il y avait Kit Walker qui était avec Lana. Lana Winters lui parlait, et Kit Walker reprit alors les notes qu'elle avait prises sur Briarcliff, sur ce qu'il se passait réellement à l'intérieur, depuis qu'elle avait été enfermée. Il lui avait dit que si Sir Jude ne voulait pas mettre la main dessus, et qu'elle ne voulait pas finir au fouet, qu'elle ne voulait pas finir au piquet, qu'elle ne voulait pas finir fouettée jusqu'au sang, voire même fouettée jusqu'à la mort par Sir Jude dans son bureau, avec son arsenal de fouets qu'elle avait, et qu'elle gardait précieusement pour les fous qui avaient fait une bêtise. Ce soir-là, ils sont sortis le jour de la tempête. Ce soir-là, ils sont sortis le soir de la tempête, alors que la pluie griffait les vitres, alors que le vent et les nuages s'agrippaient au mur, faisant ressortir d'idées jadis qui se terraient à l'intérieur de la tête des détenus. Quand ils sont sortis, Lana Winters a cru apercevoir avec Kit Walker, Lana Winters a pu apercevoir dehors deux yeux blancs très lumineux. Deux yeux blancs très lumineux qu'elle a pu apercevoir dehors. Elle a pu apercevoir des seaux de viande pourrie et avariée. Ça sentait l'odeur de viande pourrie et avariée, l'odeur de cadavre. Quand un seau est tombé à ses pieds, du sang s'est écoulé le long de ses pieds et de ses chaussures. Elle est rentrée à Briarcliff. Sir Jude a pu suivre les traces de ses pas jusqu'à sa chambre. Quand elle lui a demandé plusieurs fois s'il était sorti, Lana a nié avoir vu ce qu'elle avait vu. Mais elle avait bel et bien vu un monstre à trois pattes. Ses mains avaient été sectionnées, et il marchait sur des moignons. Sa peau était brûlée, couverte de sang. Il avait des petits yeux blancs et d'énormes griffes, d'énormes crocs, comme si ses dents étaient encore humaines, mais avaient été coupées pour pouvoir être plus tranchantes. Il la regardait avec sa bouche un peu déformée, ses lèvres qui étaient scarifiées, plein de coupures sur les lèvres et sur le visage, sa tête qui était un peu penchée sur le côté, et quand il marchait avec ses trois pattes, on pouvait voir son torse penché de gauche à droite. Il hurlait et criait, il essayait de parler, les mots ne ressemblaient pas à grand-chose. Quand elle a expliqué ça à Sir Jude l'a emmené dans son bureau et lui a demandé pourquoi est-ce qu'il était sorti. Lana avait un prétexte, elle avait dit qu'elle était sortie pour se renseigner. Le soir de la tempête, lui a-t-elle dit Sir Jude. Elle avait dit, oui, le soir de la tempête. Je voulais voir ce qui se passait dehors.
Les idées jadis des fous comme les idées jadis des détenus commencent à remonter. Je vois que vous aussi vous l'avez remarqué. Vous êtes de plus en plus sévère avec Kit, et vous êtes de plus en plus sévère avec Grace et avec moi, d'autant avec les autres détenus. À un moment, la soirée cinéma qui avait été organisée avait été arrêtée. Sœur Marie-Eunice était arrivée, demandant à tous les détenus, à Lana, et aussi à Kit, Walker de rejoindre sa chambre, sa cellule. Alors que sœur Marie-Eunice avec le sourire aux lèvres toujours, fermait les portes une à une, elle distribua alors à Lana une Bible supplémentaire. Sœur Jude passa après. Sœur Jude passa après dans chaque chambre, distribuait un crucifix qu'elle accrocha au mur. Elle regardait alors les détenus accrocher ce crucifix. Certains détenus avaient envie de le détacher, mais elle les enchaînait au sol. Elle accrochait un crucifix, le temps de la tempête. Elle avait pris cette décision et leur donnait une Bible qu'elle déposait soigneusement sur leur lit. Ensuite, certains fous étaient bordés à leur lit par sœur Marie-Eunice, et elle leur lisait un passage de la Bible, un verset, écrit par Saint Jean. Elle s'asseyait sur le bord du lit, regardait les prisonniers de l'asile de fous. Elle leur lisait un passage écrit par Saint Jean, dans le Nouveau Testament ou l'Ancien Testament. Elle leur lisait, elle leur faisait la lecture, et une fois qu'elle avait fait ça dans toutes les chambres, elle était rentrée. Une fois qu'elle était arrivée dans le bureau de Sir Jude pour pouvoir lui dire qu'elle avait distribué les crucifix, qu'elle avait lu le passage de Saint Jean au verset du Nouveau Testament. Elle est arrivée et a regardé Sir Jude, effondré par terre. Des secrets étaient remontés. Elle lui expliquait qu'elle avait vu une faute qu'elle avait fait autrefois, une faute qu'elle avait commise jadis. Et elle avait vu cette faute réapparaître dans son école, dans son local. Elle avait vu cette faute réapparaître. Sœur Marie-Eunice lui avait demandé ce que c'était. En lui demandant ce que c'était, sœur Marie-Eunice, avec les yeux du démon, se tournèrent vers la croix. La croix tombèrent, elles s'enflammèrent vers le sol, et le crucifix disparut à travers les cendres de bois. Elles ramassèrent les cendres, se mit alors à côté d'elle. Elle était en train de lui parler, mais c'était le démon qui murmurait à son oreille, en lui disant et en se nourrissant de ses fautes qu'elle lui racontait. Le démon qui possédait sœur Marie-Eunice se nourrissait de ses faiblesses, en imitant Marie-Eunice, qui était en train de se mettre à côté de sœur Jude pour qu'elle puisse absoudre ses péchés et ses fautes commises autrefois. Lorsqu'ils ont essayé de ressortir, ils ont trouvé un passage sous l'asile de fous, une sorte de mine avec des tunnels qui menaient un peu nulle part. Et ces sortes de tunnels qu'il y avait en dessous de Briarcliff, avec des chariots sur des rails. À l'intérieur, il y avait des organes. Des morts. À un moment, Kit et Lana ont trouvé un chariot. Ce chariot était en train d'avancer, mais personne ne le poussait. Lorsqu'il est arrivé, Kit l'a pris en main. Tout de suite, de l'intérieur, en dessous de plein de draps ensanglantés, une personne a un bras complètement brûlé et couvert de sang. Et aussi complètement encerclé de plein de barbelés. Kit retira les barbelés et trouva une femme brûlée au 3e degré. Ses cheveux avaient brûlé, son crâne avait brûlé, ses yeux étaient blancs comme des billes. Elle devait être aveugle et ne voyait plus rien. Elle était peut-être prête à être jetée dehors parmi les monstres et parmi les créatures de la nuit. Alors que l'orage ne se finissait pas, on les a retrouvés dans ces endroits, et Sir Jude les a ramenés dans son bureau. Elle les a alors mis sur la table, levant alors les vêtements de Lana et levant les vêtements de l'asile psychiatrique de Kit. Elles les frappèrent jusqu'au sang avec son fouet, rangèrent son fouet pas nettoyé, avec quelques gouttes de sang au bout. Elles regardèrent ensuite Kit Walker et elles regardèrent Lana, en leur disant de regagner leur chambre. Ce soir-là, ils essayèrent de dormir.
Mélana était en train de regarder l'horloge et les battements de secondes qu'elle entendait. Elle entendait aussi le vide en plein milieu des escaliers avec la statue de la Sainte Vierge. Elle entendait le vide et les cris. Elle fixait le mur mais n'arrivait pas à dormir. Tandis que Kit, de son côté, lui, regardait le crucifix. Il essayait de se rassurer de temps en temps en lisant une certaine phrase au beau milieu d'un chapitre ou d'un verset de la Bible. Et il lisait une phrase de temps en temps, gardait sa main sur la Bible, sur le saint livre. Mais ce soir-là, quand ils se sont endormis, ils se sont tous les deux réveillés face à Arthur Argent, qui était en train de faire une petite lacération derrière l'oreille, afin d'y implanter une sorte de puce extraterrestre. Sûrement l'histoire de Kit Walker, qui avait cru voir une lumière très intense chez lui le premier soir, quand sa femme s'est fait dépeceler la peau de bas en haut, des pieds à la tête, et qu'il a été accusé d'être Bloodyface. Mais ce n'était pas ça, c'était autre chose. C'était une expérience du Dr Argent. Les enfants chez une gardienne étaient contraints de voir leur mère partir. Alors qu'ils étaient contraints de voir leur mère partir, elle avait pris la voiture jusqu'à la maison de Hill House. À la maison de Hill House, elle franchissa la porte, et une fois la porte franchie à l'intérieur, elle se dévêtit et se mit nue à l'intérieur de la maison, mettant une robe rouge qu'elle portait pour un bal, ou alors qu'elle portait même pour une soirée. Devant elle, ce qu'elle voyait mais que les autres ne voyaient pas, c'était une soirée de femmes réunies tous autour de la table, sur des vieilles chaises et des vieux fauteuils, ensemble l'un à côté des autres, des vieilles lampes et des vieux luminaires. Une femme qui racontait l'histoire d'un fantôme, un fantôme dont les yeux étaient gris et dont son visage se décarquelait. Se décarquelait comme du plâtre qui tombait d'un mur. Elle racontait l'histoire de ce fantôme, et la mère des enfants, tout de suite, se mit à sourire. Elle se mit à sourire et caressa son visage. Écoutant la voix de la femme, écoutant la douce voix de la femme, elle se mit à caresser son visage. La voix de cette femme qui racontait l'histoire de ce fantôme l'envoûtait, et elle était en train de l'écouter. Elle voyait ces jeunes femmes assises sur le fauteuil et s'en était approchée, mais leur visage mutilé par le passé, mutilé par les traumatismes et par les peurs, par le fait de regarder devant soi et d'affronter ses peurs. Elle regardait leurs visages et voyait des visages différents que ceux qu'elle avait vus de loin. La maison était en train de lui faire face. La maison était en train de lui faire face, et elle regardait les visages de ces femmes. Ces femmes hurlaient, et elle pouvait entendre les cris. Elle était en train de danser, et plutôt que de crier ou que de partir en courant, elles se mirent à danser. Elles se mirent à danser comme si elles étaient deux. Comme si elles étaient deux, elles se mirent à danser. Elle prit la main de quelqu'un, mais dans le vide, et elles se mirent à danser toutes seules, au milieu de la pièce. Robe rouge sur les épaules, elle dansait au milieu de la pièce. Elle était en train de regarder la pièce du salon, et continuait à danser, dans toute la maison. Des apparitions apparaissaient sur elle, sur son visage, et comprit peu à peu que ce fantôme, ce n'était pas un fantôme comme les autres. Ce n'était pas un fantôme de la maison de Hill House. Ce fantôme, c'était elle. Elle comprit que ce fantôme, c'était elle. Se vit dans le miroir et vit son visage complètement caché, complètement fracturé. Elle vit son visage fracturé comme de la porcelaine. Ensuite, dans un autre reflet, vit son visage effacé. Elle n'avait plus d'yeux. Elle n'avait plus d'yeux. Elle n'avait plus de bouche. Elle n'avait presque plus de joues, plus de fossettes, plus de pommettes, plus de nez, comme si son visage avait été gommé,
effacé de la surface. En continuant à danser, en évitant les traumatismes, plutôt que de crier et de courir, les enfants l'ont rejoint et l'ont trouvé contre un mur. Ils l'ont trouvé contre un mur, en train de parler. Mais elle s'est levée, ses épaules craquaient et elle s'est retournée vers les enfants. Elle a pris Luc près de elle. Elle a pris Luc près de elle. Elle lui a caressé le visage et les cheveux, en lui disant « Oh, mon beau !» Et puis elle l'a regardé. Là, sa voix s'est transformée, comme un grognement intérieur dans sa gorge, remontant lentement et tranquillement jusqu'à la surface. Puis elle a arraché la peau de ses yeux. Elle a arraché la peau de ses yeux, laissant 4 griffes visibles sur ses yeux. Ses yeux sont devenus d'un noir profond, comme des cendres qui tombaient de son visage d'en dessous de sa peau. Elle est restée là, et les voix qui sortaient de sa gorge, qui étaient très intérieures, commençaient à se faire extérieures, une voix transformée mais qui résonnait en écho. Les enfants sont partis, ont pris la voiture avec laquelle ils sont venus et sur laquelle ils ont vu sur la route la voiture de leur mère qui était complètement abandonnée sur le côté. Ils n'ont pas pris la voiture de leur mère ou alors ne l'ont pas saisie ou appelé la fourrière pour venir la récupérer. Ils ont récupéré leur mère qui s'était ils ont récupéré leur mère qui s'était effondrée sur le côté dans le qui s'était effondrée sur le côté à l'intérieur de la voiture. Les enfants, Luc et Théodora étaient en train de conduire. Elle était concentrée sur ce qu'elle faisait. Luc, lui, était en train de regarder sa mère, de s'approcher d'elle, comme s'il s'approchait de sa mère et que c'était encore réellement elle, alors qu'elle parlait. Dans son sommeil, elle murmurait des choses. Elle murmurait des choses que Théodora pouvait comprendre avec son gant qu'elle portait à la main. Elle se souvenait de son don de pouvoir comprendre et entendre les fantômes, comprendre leur douleur. Et là, ce n'était pas la douleur de sa mère ou la douleur de sa maladie. Ce n'était pas la douleur de la maladie. La douleur de sa maladie qui était mentale, mais c'était une autre forme de douleur, venant d'un fantôme extérieur. Et plus elle écoutait, plus elle entendait tout ça, plus elle se disait qu'il y allait se passer certaines choses autour de leur mère. Ils l'ont ramenée à la maison. À l'appartement, il s'est passé certaines choses. Théodora a commencé à remarquer des sensations. Elle a commencé à remarquer des sensations. Le froid la nuit qui se faisait plus présent. L'obscurité qui se faisait présente à des endroits la journée lorsqu'il y avait un plein soleil. L'obscurité qui se faisait présente à un endroit lorsqu'il y avait plein soleil, souvent juste devant l'escalier. Et Théodora, elle, gardait sa main dans l'appartement sur les murs, pour pouvoir lire et comprendre les fantômes qui étaient piégés ici. Un soir, Luc s'est endormi. Il s'est alors baissé. Sous son lit, il entendait des grattements, quelque chose qui grattait le matelas et qui grattait les lattes en bois. Il a vu alors 2 pieds. Il a vu 2 pieds de l'autre côté du lit, là où il a abaissé sa tête, remarquant la présence d'un homme qui était en train de marcher autour du lit. Les pas se faisaient plus présents, contournaient le lit et arrivaient vers lui. Au final, le visage de l'homme n'est pas tombé là où il pensait qu'il allait tomber, là où il allait apparaître, en face de lui de l'autre côté du lit, mais juste à côté de lui, sentant sa main faire une pression sur son dos. Luc s'est saisi, réveillant les enfants, réveillant ses frères et sœurs, pour pouvoir voir sous son lit s'il y avait quelque chose. Sa sœur est arrivée et a regardé sous son lit, mais il n'y avait rien. Alors qu'ils attendaient, dans l'obscurité, une silhouette était assise sur le fauteuil dans le coin de la pièce de l'appartement, mais impossible à déchiffrer, si c'était un homme, une femme, ou alors un fantôme. Impossible, impossible à déchiffrer. Cette silhouette était assise. Le fauteuil, d'avant en arrière, était un fauteuil à bascule. Ce n'était pas un rocking chair, juste un fauteuil qui basculait d'avant en arrière, et ses pieds frappèrent contre le sol lourdement. Les rideaux s'ouvraient et donnèrent une vue horrible sur des visages cassés, brisés,
ou alors encore des reflets. Des reflets à travers la lumière, même la journée, où on pouvait apercevoir des silhouettes dissipées dans la lumière du soleil qui se reflétait dans les vitres, dans les vitres, dans les vitraux de l'appartement, des lumières dissipées qui faisaient apparaître des fantômes. Et tout cela tournait autour de sa mère, jusqu'à ce qu'elle s'est mise sur un fauteuil, à leur raconter la vraie vérité de pourquoi elle était allée à Hill House ce soir-là. Mais personne n'a jamais su réellement ce qui s'était passé, car tout tournait autour de sa maladie mentale. Sa maladie mentale en détenait le secret. Elle-même ne savait même pas pourquoi elle était allée là-bas. Mais lorsqu'ils ont trouvé la robe rouge, tout a empiré. Théo, à Beacon Hills, était en train de chercher une bête toujours plus féroce, toujours plus instinctive, toujours prête à passer à l'action, toujours prête à tuer, toujours prête à tuer sans avoir même de remords, sans réfléchir, un premier coup de griffe, et c'était fait. Un jour, il est arrivé devant une jeune femme, dans les bois, avec un médaillon qui tournait à sa main. Elle le tenait à sa main comme un chapelet, mais ce n'était pas un chapelet, c'était un médaillon. Il tournait, et derrière elle, une autre femme, assez excentrique, toujours vêtements rouges, et des cheveux rouquins, des cheveux roux, énormément, énormément en bataille comme ça. Énormément en bataille, mais bien coiffée. Elle est arrivée, cette femme, et a commencé à lui dire « Zoé, avance !» Et derrière Zoé, qui avançait, et qui tenait ce médaillon, est apparue une énorme silhouette, se disloquant un peu, comme faisant apparaître la forme d'un épaule, d'un bras et d'une corne. Tout de suite, ça a parlé à Théo. Théo a regardé cette silhouette, a entendu un lourd poids peser sur le sol, même presque jusque devant lui. La femme avec les cheveux rouquins, coiffée correctement, mais un peu en bataille, s'est tournée vers lui et l'a regardé. Tout de suite, une jeune femme qu'il ne connaissait pas, des cheveux ondulés, blancs, habillée tout en blanc, l'a prise par la bouche et lui a dit « Chut !» et l'a tenue contre un arbre. Elle savait qui elles étaient, elle savait qu'elles étaient des sorcières, elle savait qu'elles avaient de pouvoirs immenses et qu'elles pouvaient faire des choses qu'il redoutait, qu'il pensait même être pire que ce qu'il voulait. Elle l'a regardé, elle lui a dit « Tu es qui ? Comment tu t'appelles ?» Théo l'a regardé et a dit « Théo, je m'appelle Théo et toi t'es qui ?» sortant ses griffes tout de suite, les mettant en dessous de sa gorge. Sans aucune réaction de peur, elle l'a regardé et elle lui a dit « Qu'est-ce que t'essayes de faire ? Ça fonctionnera pas sur moi. » Théo a retiré ses griffes. Un peu suspect, un peu suspicieux, il lui a demandé « Pourquoi est-ce que t'as pas peur ?» Elle est restée en face de lui et elle lui a dit « J'ai un don. » Théo a commencé à l'agresser, à la tenir contre le sol, et puis à la mettre contre le mur, en lui disant « Quel genre de don ?» en plantant son poing juste contre l'arbre à côté d'elle. Misty l'a regardé et lui a dit « Le genre de don où c'est impossible de me tuer. » Impossible. Théo, intrigué, a dit « Tu vas travailler pour moi alors. Comment ça pour toi ?» Théo lui a expliqué qu'il cherchait une bête, une créature énorme, puissante, plus puissante qu'un loup-garou, plus puissante qu'une chimère, plus puissante que n'importe quelle bestiole qu'il avait déjà connue à Beacon Hills. Et elle l'a regardé et elle lui a dit « Tu cherches quoi comme bestiole ? Quelque chose de puissant, quelque chose de fort, d'intelligent, qui tue sans sommation, qui tue sans s'arrêter, qui tue sans décider, qui tue tout simplement. Une bestiole vengeresse,
Marie Laveau, dans son salon de coiffure, sentit quelque chose qui voulait s'emparer de son Minotaure, sentait quelque chose qui voulait s'emparer de son Minotaure, qui était parti avec les sorcières. Elle avait commencé avec du sable à dessiner autour d'elle tout un, tout un symbole rituel, tout un pentagramme qu'elle avait commencé à dessiner avec du sable. Sa fille la regardait, mais Marie Laveau, les deux mains en avant, la tête vers le bas, les cheveux redressés en arrière, les yeux blancs, commencèrent à invoquer des esprits qui ressortèrent du sol et qui apparaissèrent autour de Misty. Misty essayait de les comprendre, de les faire partir, mais comme ils étaient déjà morts, son don de résurgence était bloqué, ne fonctionnait plus. Théo la regardait, en train de les faire partir, en train de leur dire de partir, mais rien ne fonctionnait. Finalement, elle a dit à Théo, « Viens, on s'en va. » Et ils sont partis, jusque dans la maison des Marais. Théo, dans la maison des Marais, a demandé ce qu'il s'était passé. Qu'est-ce que c'étaient ces choses? S'il pouvait s'en s'approprier ces choses. Mais Misty, restant toujours aussi calme, a regardé Théo et lui a dit « Crois-moi, tu veux pas t'approprier ces choses. Si tu te les appropries, tu sais très bien ce qui va t'arriver. » Théo a haussé les épaules et a dit « Quoi? La mort ?» Misty s'est assise et a dit « Viens, je vais t'expliquer quelque chose. » Elle lui a demandé s'il connaissait Madame Robichaud, mais il ne connaissait pas. La première question de Théo, ça a été de savoir qui elle était, si c'était aussi une sorcière, si elle était puissante. Parce que depuis que Misty lui avait dit qu'il existait des sorcières et des femmes avec des pouvoirs de résurgence, tels que elle, mais que elle était la dernière des sorcières qui existaient, la dernière des sorcières blanches. Mais qu'il y avait un réel combat, un combat bel et bien réel, entre les sorcières blanches et les sorcières noires, entre le vaudou et les maléfices des sorcières blanches. Il y avait un réel combat. Et Marie Laveau, celle qui avait obtenu la vie éternelle et qui avait tué son bourreau, qui était en guerre avec les sorcières blanches, cherchait à récupérer son Minotaure. Théo a été frappé, un soir, à son salon de coiffure. Marie Laveau, ouvrant la porte, le regardant de haut en bas, en demandant « Qu'est-ce que tu veux, toi ?» Théo l'a regardé et lui a dit « Moi aussi j'ai des pouvoirs. » Il lui a montré ses griffes, s'est transformé en chimère et s'est retransformé tout de suite après. Elle lui a dit, en regardant à droite et à gauche, « Vas-y, entre, je t'en prie. » Il est rentré et a demandé, « Parlez-moi de votre Minotaure. » Elle lui a tout de suite demandé comment est-ce que tu le sais, voyant les traces de son ancien rituel qui avait été fait au sol. Elle lui a demandé comment est-ce qu'il le savait, qu'il l'avait vu en forêt avec les sorcières blanches. Tout de suite, ils ont fait un accord. Marie Laveau lui a proposé « Je t'invite à te rapprocher des sorcières blanches, à en apprendre davantage sur elles, à en savoir davantage sur elles toutes, et à me rapporter leur tête sur une pique, chacune d'entre elles, surtout celle qui s'appellera et qui s'appelle Fiona Good. Je veux sa tête, au bout d'une pique, vivante si possible. » Théo, sourire en coin, lui a demandé s'il pouvait voir le Minotaure. Mais le Minotaure venait d'être enlevé par les sorcières blanches. Elles en avaient besoin pour un rituel important. Aller chercher le mal incarné, dans l'hôtel Cortez. Alors, s'il réussissait à récupérer le Minotaure, il pouvait s'en servir et revenir à Beacon Hills avec. Mais il devait tout de suite, impérativement, le redéposer à Marie Laveau. Ils frappèrent alors au couvent de Madame Robichaud. Et cette même femme, avec les cheveux un peu touffus, roux, lui avait ouvert la porte et lui a dit « Qu'est-ce que tu veux ?» et a demandé
et a demandé simplement à voir l'une des filles. Marie Laveau, juste avant ça, juste avant qu'ils ne partent le soir. Le soir était la meilleure façon de les rendre vulnérables. Le soir, elles n'utilisaient plus leur pouvoir. Elle les laissait de côté. Il était arrivé le soir et Marie Laveau lui avait jeté un sort, une suppression de pouvoir. Elle avait supprimé ses pouvoirs pour ne plus qu'aucune des sorcières ne puisse sentir que c'était une chimère, ou pour qu'aucune des sorcières ne puisse sentir qu'il venait d'un endroit où la présence surnaturelle était omniprésente. Une fois arrivé là-bas, à Marie Laveau, il leur a rapporté ce qu'il voulait faire, avait pris leur confiance et avait rapporté qu'il voulait se servir du Minotaure pour pouvoir atteindre l'hôtel Cortez, créer une force encore plus puissante et rassembler tous les pouvoirs de Fiona Good pour pouvoir arriver à rentrer dans l'hôtel Cortez et récupérer Queenie qui était partie et qui en était prisonnier. Cordelia Fox s'était présentée à Théo et avait dit qu'elle avait ressenti l'absence de Queenie depuis qu'elle était partie. Depuis qu'elle était partie à Los Angeles, elle avait ressenti qu'elle avait disparu. Disparu et pas dans des manières naturelles. Qu'elle avait disparu, qu'elle avait été supprimée de la surface du monde. Et qu'elle avait essayé encore de les rejoindre. Elle sentait une présence à chaque fois qu'elle avait essayé de partir et de passer la porte de l'hôtel. Théo avait ramené tout ça. Sa suppression a été inversée. Ses pouvoirs lui ont été rendus. Et ils ont passé un accord. Tout de suite, Théo, avec l'une de ses griffes, s'est coupé juste la paume de la main. Et ils ont passé un accord. Elle, Marie Laveau, avec un couteau, s'est coupé la paume de la main. Ils se sont serrés la main, fait un pacte de sang. Mais ce n'était pas fini. Les sorcières avaient quelque chose de bien spécifique. Marie Laveau devait se faire une coupure au sein gauche. Et Théo devait venir y boire son sang. Théo devait faire la même chose sur son pectoral gauche. Et Marie Laveau devait venir y boire son sang. Et le pacte était scellé. Maintenant, il pouvait utiliser le Minotaure qu'il avait ramené à Beacon Hills et dont il s'en était servi pour l'utiliser contre Scott. Ou voire même dire qu'il avait des pouvoirs beaucoup plus intenses maintenant, qu'il ressentait les choses beaucoup plus intensément. Mais il gardait le Minotaure pour lui. Il le gardait pour Aikenhouse. Il le gardait pour des plans qu'il avait fabriqués. Enfermer Lydia à l'intérieur de Aikenhouse. Lui prendre ses pouvoirs de Banshee. Un pouvoir surpuissant, car elle en était la dernière à être peut-être la plus puissante, et peut-être même l'une des sorcières du couvent auquel il était allé. Peut-être même l'une des dernières sorcières à avoir ce pouvoir. Il n'en avait pas parlé au couvent, et ne souhaitait pas en parler, juste lui prendre ses pouvoirs, grâce au Minotaure de Marie Laveau. Mais une fois qu'il était rentré chez Marie Laveau, il avait demandé s'il pouvait résider chez elle, prendre domicile chez elle. Évidemment, Marie Laveau avait accepté, mais toujours il y avait une condition qu'il ramène et qu'il continue à ramener des infos. Chez lui, de son côté, à Beacon Hills, il lui a parlé d'une sorcière, Lydia, qui avait un pouvoir de Banshee. Il lui a expliqué comment est-ce qu'elle fonctionnait, comment son pouvoir de Banshee fonctionnait, qu'elle pouvait prédire la mort et que ça pouvait peut-être leur servir dans son intérêt. Marie Laveau était très intéressée et Théo a continué à lui parler de Lydia. Finalement, il essayait, quand il est rentré au lycée et quand il est rentré à Beacon Hills, il essayait de persuader Lydia de le suivre jusqu'à la Nouvelle-Orléans pour pouvoir rencontrer une femme. Mais Lydia voulait savoir son nom, mais il ne pouvait pas encore lui dire. Garder des secrets, c'était ce qu'il fallait qu'il fasse pour garder le pacte scellé. Mais il a réussi à emmener Lydia à la Nouvelle-Orléans. Une fois qu'il l'a emmenée,
devant Marie Laveau. Marie Laveau lui a dit « Alors comme ça, tu sais prédire la mort ?» L'air un peu gêné, elle lui a expliqué son pouvoir, car Marie Laveau le lui avait demandé. Les filles étaient à la recherche de A, mais Radley ne leur fournissait encore aucune réponse. Spencer y allait tous les jours pour pouvoir simplement trouver quelque chose, un indice, quelque chose qui leur parlerait de Mona. Mona n'avait pas seulement arrêté d'être internée à Radley, elle n'avait pas seulement été libérée, elle avait disparu. Du jour au lendemain, Mona n'était plus là. Elle était à Rosewood, mais on ne savait pas pourquoi. Tout le monde la trouvait dans les rues. Elle jouait la petite fille modèle au lycée. Elle jouait la parfaite petite lycéenne au lycée. Et dans les rues, elle jouait la parfaite petite citadine. En tout cas, c'est ce qu'elle montrait. C'est la facette qu'elle montrait. Tout le monde n'arrêtait pas de dire de Mona qu'elle était une femme, qu'elle était une femme à plusieurs facettes. Alors personne ne savait clairement ce qu'elle faisait. Un soir, Mona, en train d'essayer de prendre une voiture. La portière qui s'était ouverte, une main contre la portière, des longs cheveux noirs et des lunettes noires. C'était Jenna au volant. Elle s'est assise de l'autre côté. Et la voiture a démarré. Une voiture de police les a suivis et les a arrêtés en plein milieu de la route. En plein milieu de la route, enfermés par les arbres dans les bois, la police les a arrêtés, a cerné Mona et a cerné Jenna. Toutes les deux se sont retrouvées en garde à vue. Surveillées, dans le commissariat. Chloé Decker, qui elle était sur une affaire, était occupée de travailler sur un meurtre. Un homicide, 3 corps ensanglantés, déformés par les coups de poing et par les lames, retrouvés alignés, l'un à côté des autres, dans la cuisine, comme de vulgaires cochons qui avaient été abattus. Elle était en train de travailler, juste au-dessus des 3 corps, était en train de prendre des photos avec son appareil. Dans la salle d'interrogatoire, les personnes qui avaient été présentes ou qui avaient entendu des cris étaient déjà en train de parler de ce qu'ils avaient entendu, de divulguer des preuves, des choses qui pouvaient aider Decker à avancer. La police de Rosewood avait arrêté Jenna et avait arrêté Mona. Mais aucune des personnes de la police de Rosewood ne savait encore pourquoi et ni même ce qu'elles avaient fait. Elles avaient été arrêtées parce qu'elles avaient fait quelque chose. Elles avaient laissé une trace qui avait été découverte à Radley, qui avait été découverte par les filles. Les filles avaient apporté un document contenant des preuves écrites à la main, avec une arme à l'intérieur, une arme dans une pochette en plastique, et même des photos des cadavres. Et elle se disait que Mona était assez barrée, était assez folle pour faire ce genre de choses. Elle a passé des mois et des mois à imiter la folie et à rester à l'intérieur de Radley. Tout ça pourquoi ? Pour que Jenna, à l'extérieur, tue des gens pour elle, pendant que Chloé, elle, était sur son affaire. Elle était allée voir Lucifer au luxe. Lucifer, au luxe, était avec Eve. Eve qui était avec lui tout de suite, Decker, dans l'ascenseur, quand elle est rentrée, mettant un pas à l'intérieur, a entendu Eve la regarder. Elle l'a regardé et avait compris qu'il était occupé à autre chose, même si elle était venue pour le voir, pour la faire et pour lui parler de ce qui s'était passé. Il y avait un vendeur de drogue, ils avaient découvert de la drogue, et comme Lucifer s'y connaissait en drogue et en substances illicites, elle était venue lui parler.
pour voir s'il connaissait cette drogue, s'il connaissait cette substance. Mais entendant Ève, tout de suite, elle était repartie. Elle était repartie et Lucifer s'était retourné, entendant l'ascenseur de son loft se refermer. Il n'a pas attendu, il est allé à la fenêtre de son loft. Ève l'a attendu à l'intérieur. Il est allé à la fenêtre, a déployé ses ailes et est allé voir au commissariat. Utilisant ses ailes pour une si petite intervention, mais c'était Chloé. Il ne savait pas ce qui s'était passé dans son dos, et donc était allé la voir. Tout de suite, inquiet, près de son bureau, lui avait demandé « Tout va bien ? Tout va bien ?» Chloé lui avait dit que oui, mais lui avait mis juste à côté de lui, assis sur son bureau et sur ses affaires, sur le côté. Lui avait mis 3 cachetons, l'un en face de l'autre. Il les avait disposés de manière différente. Un rose et blanc, un vert, un jaune et un autre comprimé sur le côté. Il y en avait 3 à identifier, et l'un dont on avait déjà découvert la formule. Lucifer savait évidemment lequel c'était et quel était leur nom et leurs composants, et à quoi ça servait. Il savait comment les utiliser, comment bien les utiliser, et avait encore sorti l'une de ses vannes Il avait encore sorti l'une de ses vannes un peu cyniques, mais qui n'était pas douteuse, disant qu'il les utilisait souvent pour des soirées sur le ventre d'une call girl, ou alors qu'il les utilisait souvent avec des prostituées, pour pouvoir en profiter pleinement. Un peu lassée, elle reprit les cachetons, et avait tout expliqué à Ella. Chloé était partie, fermant la porte, devant discuter à Ella simplement de femme à femme, ou plutôt de collègue à collègue, lui disant qu'elle savait comment ils avaient été empruntés, et ce qu'ils étaient clairement, et pourquoi ils avaient été empruntés. Mélanger, ça faisait un peu rêvasser, ça mettait dans le tas, ça mettait complètement KO. Alors ça avait certainement été utilisé pour pouvoir mettre les victimes KO avant de les tuer et de les disposer. Ce qui veut dire que le tueur tue ses victimes après coup et ensuite les dispose comme un portrait de famille. Et chaque fois, une photo était retrouvée. Les empreintes étaient scannées par Ella. Et des personnes avaient été découvertes. Plusieurs empreintes. 3 empreintes, 3 visages. Une femme, 2 hommes qui avaient été découverts, qui avaient touché cette photo. Maintenant, il ne manquait plus qu'à savoir lequel était le bon. Mais pour Chloé, un casier judiciaire collait le plus. Vol à main armée. Destruction de biens matériaux. Et infraction. Infraction, vol à main armée, destruction de matériaux. Et aussi beaucoup d'autres choses qui collaient avec son affaire. Pour elle, c'était lui, sans hésitation, mais il fallait quand même éplucher les autres dossiers. Ce qu'ils ont fait. Le soir, Amenadiel était arrivé au luxe, prenant l'ascenseur ouvert. Il passe et regarde à son frère, en disant « Mon frère, il faut que tu rentres à la Cité d'Argent. » Lucifer s'était retourné en regardant Amenadiel, en disant « Mon frère, entre, tu es le bienvenu », lui proposant de boire un bourbon ou alors un whisky. Appuyé à la fenêtre, il lui avait dit « Alors, qu'est-ce qui se passe cette fois-ci ? Pourquoi tu vas me demander de rentrer en enfer ? Pourquoi tu vas me demander de rentrer au paradis ?» Regardant son frère Amenadiel, Lucifer dit alors « Qu'est-ce qui se passe ? L'ancêtre a besoin de moi pour refaire la terrasse du paradis ?» Non, Lucifer, répondit sérieusement Amenadiel, en lui disant qu'il devait rentrer au paradis, qu'il devait rentrer en enfer. Qu'il devait rentrer tout simplement, parce qu'on lui avait demandé. Mais il en avait marre d'être toujours dirigé par des lois et des codes, celles de l'enfer et du paradis, qu'il préférait les lois des humains, la liberté des humains, la liberté d'expression et d'être la personne qu'on a envie. Mais il fallait qu'il rentre. Alors Amenadiel s'en est chargé tout seul, descendant aux enfers. Une fois descendu, il surveillait les âmes damnées.
il avait entendu une voix. Une voix, mais une voix qu'il n'avait pas l'habitude d'entendre, mais une voix qui l'avait ramené sur Terre. Une voix qui l'avait ramené sur Terre, celle de Charlotte Richards, ou plutôt celle de leur mère. Ramenée sur Terre, leur maman était revenue. Alors que Lucifer, ça faisait bien longtemps qu'il avait enfermé sa mère dans... Ça faisait bien longtemps qu'il avait enfermé sa mère dans sa propre dimension. Mais sa mère avait trouvé un moyen de créer une porte, de créer une fausse boucle temporelle dans sa dimension, afin de récupérer l'enfer, pour espérer qu'un jour, on la sorte de sa porte, de sa cellule, et que Amenadiel ou l'un de ses fils, Uriel, Samaël, viennent le chercher. Et ça s'était fait. Amenadiel était descendu et avait ramené sa mère sur terre. Ils avaient des choses à arranger à propos de la flamme. À propos de la flamme, ils avaient des choses à arranger, des choses à faire et des choses à terminer. Les filles, elles, avaient découvert certaines choses à propos du meurtre que Mona et que Jenna avaient fabriqué et avaient mis tant de temps à fabriquer. Mona devait sombrer dans la folie, dans une fausse folie, et Jenna devait à l'extérieur, de l'extérieur, faire semblant, mener un double jeu, une double vie, avec Toby et avec les filles. Faire semblant d'être la parfaite petite citoyenne et faire semblant de tout pour que les filles y croient. Et finalement, qu'elles y croient juste assez pour leur mettre ce meurtre sur le dos. Ce meurtre sur le dos, c'était celui de Jenna. C'était principalement celui de Jenna, mais surtout celui de Mona, car il avait été écrit et mis en scène par Mona. De temps en temps, elle s'échappait pour l'aider, mais surtout, ce meurtre sur lequel enquêtait le lieutenant Decker, c'était celui de Mona et de Jenna. Mais les personnes qui avaient remarqué qu'elles avaient fait ça avaient été interrogées. La mère de Spencer et les filles qui avaient été interrogées par Decker. Par Chloé Decker, les filles avaient été interrogées, l'une après l'autre. Elles avaient essayé d'insister pour être toutes ensemble, mais Decker avait dit que si elles seraient toutes ensemble et qu'elles seraient interrogées ensemble dans la salle d'interrogatoire, les réponses seraient erronées. Les réponses seraient erronées et ne seraient pas les bonnes réponses celles qu'elle attend. Alors elles ont toutes été interrogées séparément. Mais chacune avait déjà mis un plan d'action en place pour pouvoir mentir et raconter une fausse vérité, celle qu'elles devaient raconter pour protéger leur peau envers A, qui continuait à leur envoyer des messages. Mais le meurtre n'était toujours pas élucidé. Ce que Decker savait, c'est que ce n'était ni Anna, ni Emily, ni Spencer, ni Arya qui avaient fait le coup. Mais elles avaient tous une info, ou quelque chose qu'elles s'étaient partagé. Le fusil, les médicaments que Mona recevait quand elle faisait semblant d'être dans le coma, quand elle faisait semblant d'être complètement dans le coma et qu'elle faisait semblant de ne presque plus être vivante, qu'elle simulait la folie. Tous les médicaments qu'on lui donnait, elle les avait trouvés dans sa chambre. Elles étaient rentrées un soir, les filles, pour trouver ces médicaments. Et Spencer avait donné les médicaments. Arya avait donné l'arme. Emily avait donné les documents. Et Anna, elle, avait donné les photos. Elle se pensait maintenant débarrassée de tout ça. À la Cité d'Argent, Amenadiel était rentré avec son frère. À la Cité d'Argent, Amenadiel était rentré avec son frère. Mezikin était sur une piste sur la découverte d'une personne que Chloé avait découverte, grâce à tout ce que les filles lui avaient donné, avait découvert une personne qui était censée dissimuler les meurtres. Mais Mezikin était à sa poursuite. Les filles pensaient être débarrassées de tout ça, de Mona et de Jenna. Et Decker pensait avoir fini son affaire, mais elle en était encore loin. Les pistes que lui avaient données les filles lui avaient beaucoup servi. La réunion du conseil des anciens et des nouveaux dieux avait commencé. Daenerys prit place et les 9 autres familles prit place à la table. On entendit frapper
4 fois. 4 frappements contre la porte, juste quand elle venait d'être fermée, et qu'elle venait d'être scellée par une grosse bûche de bois. Par une énorme et longue bûche de bois, portée par 2 esclaves, quand la porte venait d'être fermée. En dessous de la salle de réunion, des nouveaux et des anciens dieux, on pouvait entendre le bunker de police, et on pouvait entendre les dragons de Daenerys, avec qui elle avait passé un marché avec Clark. Clark, Indra et Gaïa étaient derrière la porte, attendaient impatiemment que la porte s'ouvre. Elles attendaient que la porte s'ouvre. Clark, main déjà sur son arme, et le doigt déjà posé sur la détente, attendait que la porte s'ouvre. Gaïa, derrière, avait en main la flamme des commandants. Daenerys s'est levée, demandant à tout le monde de se calmer, d'arrêter de parler et de faire silence. Elle a regardé toutes les familles, tout le conseil a regardé toutes les familles dans les yeux et a dit de faire le plus de calme possible. Elle ne s'est pas énervée, a juste affirmé qu'elle voulait le silence. Tout le monde s'est arrêté de parler. Tout le monde a arrêté de parler des anciens et des nouveaux dieux. Clark, Gaïa et Indra étaient arrivés. Gaïa s'avança seule. Derrière, Clark protégeait ses arrières avec son arme. Indra avançait avec Clark, avec une arme à la main. Derrière, Octavia est arrivée. Octavia est arrivée aux côtés de la femme rouge. Aux côtés de la femme rouge commençait à tourner autour de la table. Elle marchait lentement. Octavia était restée à côté de Clark. Elle parlait des anciens et des nouveaux dieux. Et Clark ne faisait qu'apporter la flamme des commandants. Car Lexa et tous les commandants, tous les commandants de la flamme des commandants, devaient aussi participer, devaient aussi être là, être présents. La flamme avait été mise juste à côté de Daenerys, sur la table, un peu au milieu. Les commandants ne sont pas apparus, mais tout de suite, la flamme a commencé à se réveiller. Elle s'est allumée, et les petits filaments lumineux en sont sortis. Les petits filaments lumineux en sont sortis. Les commandants étaient enfin autour de la table. Ils n'étaient pas sortis de la flamme, mais la femme rouge est venue, faisant le tour de la table. Elle a posé sa main sur chacune des chaises, déposant une poudre blanche sur le rebord de la chaise. Les commandants apparus, l'air fantomatique et blanc. Lexa était toujours aussi splendide. Les autres commandants. Un seul commandant avait l'air beaucoup plus fantomatique et menaçant. Shade Edda. Il était là, noir, avec une fumée noire qui flottait autour de lui. L'air menaçant, comme une présence démoniaque. La femme rouge, tout de suite, essaya de le faire fuir, criant un nom spécifique, Croatoan. Et il disparut. La flamme bougèrent un petit peu plus vite, et puis ensuite se refermèrent. Il avait disparu et était revenu dans la flamme. Les autres commandants commencèrent le conseil. Dehors, quelques jours plus tard, Lexa avait réussi à convaincre Daenerys d'utiliser les dragons. Lexa n'était pas morte, mais elle était là quelque part avec Clark. Elle utilisait les dragons, et les dragons obéissaient à ses ordres. La flamme des commandants était posée sur les dragons, et Lexa
Lexa utilisait la mémoire des dragons. Elle utilisait la mémoire des dragons. Quant à elle, Daenerys, elle tenait les dragons et elle pouvait leur dire quand elle pouvait leur dire quand ils devaient se redresser, voler un peu plus vite. Elle les, elle les tenait. Elle les tenait par leurs écailles, par leurs pics, et était sur leur dos. Elle les faisait voler, leur donnait des ordres, mais à l'intérieur des dragons. C'était Lexa qui commandait. Elle commandait, et elle obéissait aux ordres de Daenerys, une sorte de partenariat avec la flamme des commandants dans l'un des dragons. Clark a été amené par les gardes de Daenerys, pour retirer la flamme, et Gaïa et Indra ont récupéré la flamme. Elles ont récupéré la flamme avant que ce ne soit trop tard, parce que la flamme et tous ses commandants à l'intérieur, Lexa, pouvait finir par la tuer. L'un des dragons avait été trop violent envers le peuple du ciel. Il avait tenté de détruire Arcadia, tenté de détruire et d'enflammer, de brûler toute la tour de police, de brûler tout jusqu'à la fin, jusqu'au dernier décombre, jusqu'à ce qu'on puisse voir la porte du bunker. Clark était rentré dans le bunker avec, avec Raven, avec Neyla, avec Octavia. Ils avaient procédé avec Raven, avec Neyla et avec Abby à mettre, une puce mémoire et à mettre la flamme des commandants à l'intérieur pour que la puce mémoire confonde, confonde l'esprit du dragon, que Joséphine Lenborn se réveille et finalement, à l'intérieur, qu'elle puisse lui montrer tout ce qui s'est passé de la mission qu'elle était censée accomplir, la mission des princeps. Le dragon en perdait la raison, devenait fou, en devenait dingue. Il brûlait tout sur son passage. Alors oui, quelques sacrifices et quelques génocides ont été faits, mais ce dragon a été annihilé. Ce dragon a été annihilé. À l'intérieur, Joséphine Langborn a réveillé les pires souvenirs qu'il avait. Les pires souvenirs qu'on a fait subir à Daenerys quand elle était, quand elle était une esclave. Quand elle était une esclave sexuelle. Quand elle a été vendue au marché noir. Pour quelques pièces, pour rien du tout. Tous ces souvenirs apparaissaient dans la mémoire du dragon. Devenant fou et se détachant de lui-même, sortant du bunker et essayant de détruire toute la vallée, il s'est finalement tué de lui-même, en percutant le mur de glace. Les marcheurs de la nuit l'ont récupéré. Les marcheurs de la nuit l'ont récupéré. Le dragon était mort. Ils l'ont trempé dans l'eau de glace pendant des jours et ont été récupérés le dragon. Un dragon bleu, un dragon bleu fait de glace et ressuscité, sur lequel le roi des marcheurs de la nuit était en train de le tenir et de le guider. L'un des dragons de Daenerys était allé réparer l'erreur de Abby et l'erreur de Clark. Surtout l'erreur de Clark, de Neyla et de Raven. Ils avaient fait ça pour annihiler les dragons qui avaient fait du mal à la vallée et à Police. Mais leur plan avait tourné au chaos, avait tourné à tout ce qui était, avait tourné aux flammes des dragons et aux vers dragons. Tout de suite, avec l'un de ces dragons, Daenerys était allée réparer l'erreur, confronter le dragon des glaces, du mur de glace. En haut, ils étaient montés pour affronter la guerre qui était censée se passer. La guerre qui était censée se passer entre le village et entre les marcheurs de la nuit était censée commencer dans pas longtemps. Mais Clark et toute une équipe, les Sankro, les Trikru et les Wankru, étaient allés voir ce qui se passait à l'intérieur du mur de glace.
comment ils surveillaient la situation, et certains étaient descendus pour affronter, pour affronter tous les marcheurs de la nuit, et pour récupérer tout ce qu'ils leur avaient volé, les géants, les dragons, pour récupérer les géants, les dragons, et toutes les personnes qui avaient été tuées. Avec la technologie de Ali et la Cité des Lumières, maintenant il fallait trouver un moyen de les ramener à la vie et de les détransformer pour qu'ils reviennent eux-mêmes. Pour ramener les géants et pour ramener les dragons. Et offrir le dragon qui avait été tué malgré eux et malgré les choix de Clark, le ramener à Daenerys pour rétablir une forme de paix. Ce qui avait été fait après de nombreux échecs et de nombreuses morts. Elle lui avait ramené son dragon, qui s'était tué de lui-même. Mais c'était toujours la faute de Clark, enfermé par Daenerys, sous l'une de ses cités. Il fallait maintenant trouver un moyen ou le bon moment pour pouvoir aller la libérer. Le feu submergeait les plinthes au sol et brûlait le plafond ainsi que les murs. Partout autour de nous se trouvait le feu. Personne ne pouvait y échapper. Ma main brûlèrent contre le mur quand j'ai voulu prendre la porte. Ma main brûlèrent contre le mur quand j'ai voulu prendre la porte. Ma main sur la poignée en métal. J'ai senti qu'elle fondait à même la chair de ma main. J'ai essayé de m'enfuir, et cette nuit-là, je me suis réveillé dans mon lit. Je suis sorti, et j'ai été dans le couloir. Traversant le couloir, l'impression qu'on me regardait. À l'extérieur, dehors, il y avait cette femme, au visage un peu diffus, l'expression perdue, le voile blanc sur le visage, une grande robe blanche. Elle attendait, le vent dans sa robe blanche avec une traîne derrière. Je suis allé voir le miroir, et je me suis mis face à lui. J'ai attendu, et j'ai senti quelqu'un marcher derrière moi. J'ai tourné directement, le buste uniquement. Et mon frère est arrivé. Je l'ai regardé, et on est resté assis, par terre. Je lui ai demandé comment ça s'était passé à la morgue. Il m'a dit qu'il avait habillé une femme. Je lui ai demandé si elle ressemblait à une femme diffuse, au visage un peu perdu, blanc très pâle, et qu'elle portait une robe quand on lui a apporté. Il m'a expliqué que non, c'était une jeune fille, aux cheveux blonds. Une jeune fille aux cheveux blonds, qui était très longs. Il a dû les couper pour pouvoir les raccourcir et pour nettoyer ses cheveux. Elle avait de la terre sous les ongles, était complètement mutilée. Cette fille, au corps très mince, presque comme si elle avait porté un corset, était juste près de lui, devant la table. Plus il la nettoyait, plus il sentait que quelque chose était avec lui, que quelque chose la regardait. Pas quelque chose de malveillant, mais une présence, comme une présence près de toi, qui vient prendre soin de toi, qui t'observe et qui te regarde. Elle ne te juge pas, elle ne te dit pas quoi faire. Elle est juste là avec toi. Il continuait, il continuait son travail et sentait toujours cette présence se rapprocher. De l'extérieur, il imaginait le monde se transformer. Les voitures s'arrêtaient juste devant l'hôpital, laissaient les patients rentrer. Les médecins au-dessus, à quelques étages plus haut, qui étaient en train de passer un rendez-vous avec les personnes qui l'écoutaient attentivement. Nous sommes sortis, et on a rencontré un vieil homme. Un vieil homme la main pleine de sang. Quand on a rencontré un vieil homme la main pleine de sang, il a dit que ça c'était pas grave, c'était un incident de travail. On a regardé sa main, il nous a invités chez lui, et il nous a invités chez lui, et à ce moment-là, il nous a dit, je vous en prie, rentrez. Sa main pleine de sang, il nous a servi un verre. Le sang qui était resté sur le verre, on l'a regardé, et on lui a dit, qu'est-ce que vous faites comme métier?
et la conversation avait commencé. Honnêtement, il ne dévoilait ni ses cartes, ni son jeu, ni qui il était réellement. On avait presque l'impression de parler à un miroir, de parler à notre propre double, mais c'était impossible. Insensé. La nuit, je suis allé me coucher, et comme toutes les personnes à qui c'est déjà arrivé, j'ai eu l'impression que quelque chose me regardait. Je me suis tout de suite rendu compte que c'était l'amas de vêtements que j'avais laissé sur le côté. Je les ai pris, cet amas de vêtements, et là, je les ai pliés. Finalement, ça ne ressemblait plus à une silhouette qui attendait dans le noir. On est revenu à la maison, une autre maison, la maison d'une amie. Celle-ci n'avait plus d'électricité, alors on en a profité pour passer une journée complètement dans le noir. On en a profité pour passer une journée complètement dans le noir. Cette journée, on l'a passée à l'extérieur de la maison. Mais le soir venu, on a attendu dehors et nous sommes rentrés dans la maison. Une fois qu'on était rentrés, on s'est tous mis à allumer des bougies. On s'est tous mis à allumer des bougies les unes après les autres. Et dans la maison, il faisait complètement noir. L'impression qu'on se dispersait dans la maison, qu'on rentrait dans les chambres et qu'on apparaissait à certains endroits. Des endroits qu'on ne pouvait pas repérer par rapport aux murs, par rapport aux plaintes, par rapport aux armoires et par rapport au lit. L'impression qu'on marchait dans le vide, dans un énorme couloir qui était vraiment, qui était vraiment parfois un petit peu sinueux, parfois qui tournait en angle et parfois qui revenait là où il était. On avait l'impression d'être en fait dans un labyrinthe. Mais nous n'étions que dans la maison. Quand on descendait les escaliers, le noir, contrairement à la lumière, ne donnait plus cette impression de descendre un escalier, mais donnait cette impression de continuer tout droit. Les marches, c'était comme si le sol c'était comme si le sol se disloquait sous nos pieds et qu'il disparaissait, comme si on s'enfonçait finalement. Et on avançait. C'était assez, c'était assez chouette d'avoir passé la soirée comme ça, sans lumière, éclairé à la bougie, qu'on a passé souvent dans le salon plutôt que dans les chambres. De temps en temps, on montait et de temps en temps, on descendait. Cela dépendait de ce qu'on devait faire. On est sortis un matin devant la maison, tous les trois, ma mère, toi et moi, et on a regardé le ciel. Un énorme vaisseau est apparu de nulle part. Un énorme vaisseau circulaire, grand. Circulaire, pas dans sa forme, mais long dans sa taille et dans sa largeur circulaire. Circulaire dans sa largeur, avec deux arcs de cercle qui étaient en train de tourner. Il est arrivé et était un peu plus mince à l'avant, un peu plus grand à l'arrière, en forme de cylindre. Il s'est arrêté. Et des gens sont descendus. Ils n'avaient pas de masque, ils étaient simplement armés. Armés de grosses vestes en cuir et armés de vêtements assez solides, avec, avec des crochets en métal. Des sortes de crochets en métal qui tenaient leurs cuisses, qui tenaient leurs jambes. Et parfois même de grandes vestes avec des ceintures, des boucles de ceinture. Ils avaient des vêtements qui paraissaient vraiment très solides, des vêtements qui paraissaient même parfois inifugènes, qu'on ne pouvait pas brûler, qui étaient vraiment là pour les protéger. Des sortes d'énormes boucles de ceinture sur leurs jambes, et ils avaient un ceinturon, un peu de travers. Une femme avec un regard perçant et noir, et de longs cheveux noirs, s'est adressée à nous. Elle s'est adressée en tant que le nom de Octavia. Et puis ensuite, elle est partie. Elle est partie, elle est remontée. Et une personne a appelé cette femme qui est arrivée, Octavia, l'a appelée Blood Reina. Finalement, en l'appelant Blood Reina, elle est repartie. Elle est montée dans le vaisseau. Et le vaisseau s'est en allé. Tout de suite. 4 filles sont arrivées. Une blonde, une brune, une autre brune,
et 2 autres blondes. Elles sont arrivées et elles nous ont demandé, simplement en groupe, un chemin précis et on leur a indiqué. On est allé jusque dans la forêt avec elles, en face de plusieurs sororités et fraternités. On leur a dit que c'était ici et elles ont disparu. On a vu leur silhouette disparaître dans les profondeurs de la forêt. Elles cherchaient quelqu'un, quelque chose. Mais qui ça? On ne savait pas vraiment. On est allé à une maison de vacances où on a rencontré une famille. On est allé à une maison de vacances où on a rencontré une famille. Il y avait plein d'enfants qui jouaient dehors, mais une tante, légèrement sinistre. Légèrement sinistre, cette tente, à l'extérieur, était couverte de sang. Au début, on a pensé que c'était simplement, autre chose, pas du sang, mais on est resté là. On est resté là et ensuite, après quelques nuits chez eux, on a pris le métro. 4 femmes, énormément silencieuses. 4 femmes, 5 ou peut-être 6, un groupe de femmes, étaient en train de nous regarder, énormément silencieuses. Elles avaient l'air tous d'avoir un secret à cacher. On a marché, et j'ai proposé le lendemain, en rentrant à la maison, de sortir et d'aller jusqu'à un tout vieux manoir. Et on a trouvé ce tout vieux manoir. On savait pas ce que c'était. On est rentré dedans, le toit était percé, et quand on marchait, il y avait de l'argile rouge qui ressortait à la surface. On a marché et on a regardé. C'est presque comme si la maison nous parlait. C'est presque comme si elle nous parlait. Clairement. On avançait. Dans la cuisine, des couteaux ont été retrouvés. J'en ai pris un, mais tu m'as dit tout de suite d'arrêter. Cette vieille maison, juste à côté, qu'on a trouvée. On est arrivé dedans. Une salle avec des caméras. Elle était très étrange, très silencieuse. Je suis resté là, et on a trouvé un vieux livre avec des histoires de fantômes, des histoires d'horreur. On a passé la nuit dans cette maison, même si moi je n'en avais pas clairement envie. Je n'en avais pas clairement envie, et on est allé sur la plage. On est allé sur la plage le lendemain, dans le Palais des Glaces. Dans le Palais des Glaces, on a commencé, tous les trois, à se disperser. Et on a joué à un jeu où on devait siffler pour pouvoir se retrouver. C'était amusant, jusqu'à ce qu'on découvre une famille qui était avec nous. Ils ne vivaient pas très loin et nous ont invités dans leur maison. Leur défunte fille était morte, mais on était restés quand même. L'ambiance était étrange, porteuse de secrets. On était là, et la mère nous a montré les nombreuses maquettes qu'elle faisait. Des maquettes de sa maison, des pièces de sa maison. On est allé à un hôpital voir l'un de mes proches. L'une de mes copines alitait, et on l'a regardée. On est resté avec elle, je lui ai demandé si elle allait bien. Elle m'a dit qu'elle allait bien, même si elle avait le teint pâle. Quand on est resté avec elle, finalement, j'ai dit que j'avais un Airbnb et qu'on pouvait y passer la nuit. Je lui ai dit de garder mon PC, comme ça elle pourra nous communiquer de là-bas, parce que j'ai un deuxième PC dans cette maison, et on y est allé. On est arrivé avec un gros 4x4, et quand on est arrivé là-bas, j'ai poussé la porte. Tout le monde est monté et a choisi sa chambre. J'ai ouvert mon PC, et tout de suite j'ai dit « Salut !» On est arrivé au Airbnb, avec le PC en main et tout le monde derrière moi. Je lui ai fait la visite du Airbnb, même si elle le connaissait déjà. Et puis ensuite de l'autre côté, un peu plus loin, on a pris la route jusqu'en ville. Jusqu'en ville, on a pris la route. Ça a duré beaucoup de jours. On s'est arrêté, on s'est arrêté à de nombreuses reprises sur le côté, sur des aires d'autoroute. Mais sur le trajet, j'étais hypnotisé. J'étais hypnotisé par les autres voitures, par leurs phares arrière rouges et les phares arrière blancs quand elles nous dépassaient. J'étais aussi hypnotisé par les lampadaires et les panneaux
que je voyais défiler devant moi. Arrivé en ville, j'ai frappé à une porte, et cet homme a commencé à nous laisser rentrer. Sa fille, sa fille était venue juste près de moi, en nous disant: Viens voir ce que mon père sait faire, viens voir ce que mon père sait faire. Une fois dans sa chambre, elle nous a montré plein de dessins que son père avait fait. Elle nous a montré plein de dessins que son père avait fait, et on a regardé ces dessins les uns après les autres. Le père a commencé à se montrer. Le père a commencé à se montrer très très très. Il a commencé à se montrer très très gentil, mais surtout, plus qu'autre chose, il ne vantait pas ses mérites ou quoi que ce soit. Il était énormément calme comme personne. Il ne vantait pas ses mérites ou ne disait pas que ses dessins étaient les meilleurs. Seulement sa fille les adorait. Alors on est resté là. Une famille que je connaissais depuis longtemps, dont dont on est allé chez eux, nous a invités dans leur grande maison. Ils avaient déjà de nombreux invités. J'avais dit que ça ne les dérangeait pas qu'on aille là-bas et qu'on passe un moment avec eux. On a passé un moment avec eux, même s'ils avaient une fille qui, je trouvais, était légèrement un petit peu fêlée sur les bords. Je trouvais qu'elle partait un petit peu trop dans tous les sens et qu'elle bougeait légèrement trop. Elle avait légèrement des amies qui étaient légèrement insolentes, mais bon, ce n'est pas pour ça que je suis parti. On y est resté. On est allé dans cette attraction énormément dérangeante, où des hommes te regardent, te fixent du regard, et parfois bougent très très vite. Juste une main, un bras, ou alors commencent à te suivre et apparaissent derrière toi. Cette attraction était appelée The Further. Elle était appelée le lointain. On y est arrivé dans cette attraction, et finalement on est revenu à la maison. On a regardé une cassette vidéo très intéressante. Dessus, des images qu'on n'avait pas l'air de connaître étaient apparues. On est allé finalement à l'université. Et à l'université, on a rencontré cette femme, Thelma, avec son amoureuse. Elles nous ont invités à manger au restaurant. On s'est assis, la soirée a passé, a duré. Je regardais tout autour de moi, je n'étais pas sûr de l'endroit. Et finalement, quand la soirée a duré et est passée, on s'est retrouvés autre part. Et elle nous a emmenés à l'opéra. À l'opéra. Sérieusement. À l'opéra, je ne m'y attendais pas une seule seconde. Je me disais, pourquoi l'opéra? Pourquoi? Et je regardais la femme arriver. Grande robe rouge. Un homme arrivé. Habillé un petit peu comme elle. Des vêtements anciens. Et j'ai écouté. J'ai écouté suffisamment pour me rendre compte que l'opéra était une réelle représentation. L'opéra était une réelle représentation d'une histoire qui avait existé. Une histoire qui existait. Ensuite, dans sa chambre de l'université, elle nous a expliqué de quoi parlait l'histoire. Elle nous a proposé d'aller voir un ami qui se battait sur des rings de catch et faisait exprès sur des rings de catch ou alors de MMA, de combat libre, faisait exprès de perdre. Ce n'était pas pour de l'argent ou quoi que ce soit, il faisait exprès de perdre pour son patron. Quelque part, elle nous a dit sous la métaphore que c'est un peu comme s'il avait vendu son âme au diable. Son patron récupérait tous les lauriers. Et on est allé en forêt. Elle paraissait très très calme comme femme, très aisée, très très gentille, et en forêt, elle regardait partout autour d'elle et ne nous posait presque aucune question. On était en groupe sur le côté et on la suivait comme guide. On est arrivé sous un énorme pont qu'on a traversé. De l'autre côté, un train renversé sur le côté, complètement sur le sol. On a passé la nuit dans ce vieux train
Et quand on en est sorti, on a fait le chemin inverse. Quand on est revenu en ville, une femme appelée Greta s'est présentée devant nous. Elle a dit qu'elle avait un énorme château à nous présenter, pas le même qu'on avait vu. Et on est rentré. Et une poupée particulièrement est apparue sous nos yeux. Étrange, la forme d'un enfant, le visage pâle. Le visage pâle, la forme d'un enfant. On est resté là avec elle, longtemps dans ce château. C'était un peu creepy, mais pas réellement comme un film d'horreur. On est allé à Soho, on a pris l'avion, les voitures nous ont déposés juste devant l'aéroport. L'avion attendait, un jet privé, un petit jet privé. Et on a pris nos bagages, et dans l'avion, on a attendu 2-3 heures de vol, ou peut-être un peu plus. Quand il a atterri, même chose. Des voitures sont venues nous chercher. Des voitures sont venues nous chercher quand on a atterri. Même chose, on est allé, on est allé dans une école de stylisme où on a rencontré une fille. Une fille que je connaissais, une ancienne amie, mais que j'avais un peu laissée tranquille pour qu'elle puisse passer pour qu'elle puisse passer ses études de stylisme et devenir enfin ce qu'elle voulait être. On est resté longtemps là-bas à Soho, et c'est vrai que j'avais un appartement. J'avais un appartement à Soho. J'avais beaucoup de demeures qui existaient dans le monde. Et quand on est allé là-bas à cette demeure, on s'est, on s'est tous installés dans cet appartement. Elle est restée avec nous parce qu'elle avait nulle part où aller, juste une petite chambre qu'elle partageait avec une colocataire, pas toujours agréable. Et elle nous a dit: est-ce que je peux rester? Et elle est restée avec nous. On est rentré à la maison en ville que après quelques jours. Elle nous a montré ses créations. Une fois que c'était fini, une fois que ses créations étaient finies et que sa collection était finie, on a participé à son, on a participé à son défilé. Musique forte, musique un peu électronique, et elle nous a emmenés dans un hôtel, un peu plus loin en Amérique. Un peu plus loin en Amérique, elle nous a emmenés dans cet hôtel, et la femme qui nous a servi à l'accueil, qui nous a donné notre clé, une femme nous a servi simplement de guide à travers les couloirs. J'étais pas sûr que c'était une femme, plus un homme qui avait des vêtements de femme. Et cette femme qui nous a donné notre clé avait demandé à cet homme qui s'habillait avec des vêtements de femme, très excentrique, qui ne parlait pas beaucoup, ou alors qui commentait plutôt. Plutôt que de parler, il commentait. Mais il commentait avec gentillesse, il ne commentait pas avec méchanceté. Il disait un peu de cynisme, un peu de sarcasme, et parfois parlait un petit peu méchamment, mais ça partait toujours d'une bonne intention. Il nous a donné notre chambre, il nous a donné notre chambre, et nous nous sommes installés. Une fois qu'on s'est installé, on a joué à un jeu, celui des 100 bougies. On était tous en train de rigoler lorsqu'on sortait les 100 bougies et qu'on les étalait par terre. On se disait: attention, tu vas mettre le feu, tu vas mettre le feu. Moi j'étais en train de me dire: mais n'importe quoi, je vais pas mettre le feu. Et chacun devait éteindre une bougie, après une histoire d'horreur racontée. Quand on est rentré à la maison, il y avait mon père, ses, ses habits de plongée, qui étaient sur le sol, encore mouillés, j'entendais les gouttes tomber, et je lui ai demandé qu'est-ce qu'il était parti faire. Les cheveux mouillés, il est arrivé, après avoir pris une douche. Il m'a regardé et a dit: j'ai été voir les requins. Juste pour rire, je lui ai dit: ah, et tu t'es pas fait bouffer? Il m'a souri et s'est installé juste à côté de moi. Et il m'a dit: franchement, tu trouves ça drôle? Et on a passé la soirée ensemble.